Salut les judokas, aujourd'hui je viens vous livrer les 3 secrets, les 3 principes que j'applique pour gérer mon poids. Alors bien sûr je ne suis ni nutritionniste ni médecin, je ne suis pas professionnelle, je n'ai aucune compétence officielle en la matière, donc tout ce que je vais vous dire ne constitue en rien des conseils ou des recommandations, mais simplement je souhaite partager mon expérience, ce qui fonctionne pour moi, ce que je me suis construit au fil des années et que je continue encore aujourd'hui d'affiner pour gérer mon poids. L'idée étant que vous puissiez vous en inspirer, voir ce qui peut peut-être vous convenir, le mixer avec peut-être d'autres infos que vous avez, surtout le tester et valider par vous-même ce qui vous convient. Juste avant de commencer, si vous êtes judoka et que vous appréciez les ressources judo, des conseils, des infos, des interviews, que ce soit en termes de technique, prépa physique, prépa mentale, culture et que sais-je, pensez à vous abonner au podcast, à la chaîne YouTube, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Pascaline Magne, Secret Judoka, c'est partout le même nom. Alors, on est parti et je commence par une petite introduction de mise en contexte parce que comme je viens de vous le dire, c'est seulement mon expérience, donc je vais vous dire un peu qui je suis pour voir si déjà à la base, peut-être que vous correspondez à ce type de profil. Donc je fais 1m60 pour une fourchette grosso modo, on va dire de 51 à 56 kg. Je peux descendre en 48. Je suis déjà montée rien que sur les 4 dernières années 2 fois 64, donc j'ai une amplitude qui est large. Et ça, c'est du fait que je suis assez sensible à la prise de poids. Je fais pas partie de ces gens qui peuvent faire des festins avec leurs copains sans prendre 100 grammes le lendemain. Voilà. L'autre élément à prendre en compte, c'est que bien sûr, je vais vous parler de ma gestion de poids dans le cadre de la compétition, où on est vraiment à 100 grammes près pour un jour J, une heure H, tout autant que ma gestion de poids au quotidien sur le long terme pour être en forme, le poids de forme, tout ça pour le judo, bien sûr. On commence avec le secret numéro 1. Alors mon premier secret, moi, c'est de vraiment très bien se connaître en matière de prise et de perte de poids. Quand je dis très bien, c'est que moi personnellement, pendant plusieurs années, même encore aujourd'hui, sur certaines périodes, je me pèse de 6 à 8 fois par jour. Ça peut peut-être vous surprendre. Bien sûr, ce ne sont pas des moments au hasard, c'est des moments bien choisis, bien précis. C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Et ça, je le fais sur les périodes avant la compétition, mais ça peut être jusqu'à 15 jours, 3 semaines avant la compétition. C'est pas juste les 2 jours précédents. Alors, à quel moment je choisis de me peser pour me connaître de mieux en mieux? Je vais passer directement par les exemples et vous allez vite comprendre pourquoi et comment. Donc, l'un des premiers moments qui est très classique, c'est de me peser juste avant de m'endormir et juste au réveil, sans avoir ni bu, ni être à l'autoilette, ni rien. Comme ça, je regarde combien j'ai perdu pendant une nuit. Je m'aperçois déjà que je ne perds pas la même chose selon que j'ai fait un entraînement bien musclé au judo la veille ou rien du tout. Donc évidemment, dans la nuit, on se déshydrate naturellement, et ça c'est normal parce qu'on ne boit pas pendant 6, 7, 8, 9 heures. Et donc ça nous permet de comprendre un petit peu à quel degré on se déshydrate. On est tous différents à ce niveau-là. Ensuite, je vais rajouter une pesée 10 minutes après le réveil lorsque j'ai bu, que ce soit mon grand verre d'eau du matin ou le premier café, pour voir un petit peu, ça c'est ce que je vais faire régulièrement dans la journée, voir un petit peu combien l'eau a d'impact sur mon poids. Ça va être très important parce qu'on le devine, lorsqu'on doit être à 100 grammes près à l'heure H, on va pouvoir un petit peu jouer sur l'eau. L'idéal c'est de jouer le moins possible là-dessus, mais néanmoins, ça serait bête de boire un demi-litre d'eau 2 heures avant la pesée et dépasser son poids, ou à l'inverse de se priver d'eau alors qu'on a 200 grammes de marge. Troisième moment où je me pèse, et celui-là il est super important, c'est juste avant l'entraînement, juste après l'entraînement. Et quand je dis juste après, c'est avant d'avoir bu le demi-litre ou les 3/4 de litre dont on a bien besoin après nos 5 Sirandori. Là, évidemment, le but c'est de voir, lorsqu'on transpire, lorsqu'on se déshydrate par la transpiration, à combien de centaines de grammes ça correspond. On est encore tous très différents sur ce plan-là. On peut faire exactement le même type de pesée avant un footing, après un footing. Ça, c'est aussi très intéressant de repérer en 20 minutes, en 30 minutes, en 50 minutes, combien on perd. Et le plus important sur ces pesées par rapport à l'effort sportif, pour moi, personnellement, c'est de vraiment savoir associer une sensation de transpiration. Moi, maintenant, je sais repérer, selon le degré où je transpire, je sais à peu près combien de centaines de grammes j'ai perdu. Donc, on commence vraiment à bien se connaître au niveau de l'effort sportif et son poids. Le quatrième moment, c'est avant d'avoir mangé, après avoir mangé. Là, c'est pareil, en associant la quantité qu'on mange. Aussi, le type d'aliment, par exemple, il y a des aliments, un fruit, c'est très chargé en eau, et il y a d'autres aliments qui sont beaucoup moins chargés en eau, et de repérer un petit peu ça. Et tout ça, je le note, bien sûr, parce que l'idée, c'est de mieux connaître son fonctionnement en associant des comportements à une prise ou une perte de poids immédiate. J'insiste bien sur le fait
de l'immédiateté, parce que bien sûr, boire, ça nous fait prendre 300 grammes, sauf que quand on ira aux toilettes 2 heures après, ça va repartir. Donc là, c'est vraiment sur le côté, suivant mon comportement, comment la balance réagit tout de suite. Ça va vraiment servir au moment quand on arrive à 2 jours, 1 jour avant la pesée. Mais c'est bien de le savoir bien avant. Lorsqu'on est en période de régime et qu'on perd du poids, là c'est super important, enfin pour moi en tout cas, de noter chaque jour le poids pour petit à petit se connaître également sur notre fonctionnement à moyen et long terme en termes de perte de poids, à savoir quelle est la perte de poids idéale sur une semaine pour rester en pleine forme. Est-ce que c'est 1 kg par semaine, 2 kg par semaine, 500 grammes par semaine? Et quelle est la perte de poids jusqu'à laquelle on peut aller sur une semaine, mais en se mettant un peu dans le rouge, c'est-à-dire que on sait qu'on violente un peu son corps, que c'est quand même pas terrible, la perte de poids est un peu rapide. Alors tout de suite, pourquoi je parle de perte de poids rapide ou idéale? Moi, ma petite technique personnelle, elle est simple, c'est que je sais que le corps, il garde en mémoire le poids. Et lorsque j'ai appris cette notion, moi je sais que ça me correspondait vraiment, ça m'a tout de suite parlé. C'est-à-dire que lorsqu'on reste très longtemps à un certain poids, ben en fait le corps il l'a en mémoire, et lorsqu'on va perdre, il va avoir qu'une envie, c'est de remonter à ce poids-là. Et c'est exactement ce qui fait, ce qui est bien connu, les effets yo-yo. Lorsqu'on perd trop vite, bah, le corps il met les gaz pour remonter à son poids initial, et d'ailleurs il carbure tellement que souvent on dépasse son poids initial. Ça c'est pourquoi l'effet yo-yo existe. Donc lorsqu'on perd suffisamment lentement, c'est juste que ça permet au corps de à chaque fois mettre à jour sa mémoire tranquillement jusqu'à ce qu'on revienne à son poids initial. Mais lentement, vite, ça veut rien dire dans l'absolu. Ça dépend vraiment des gens et ça dépend vraiment des morphologies. Donc c'est ça qu'il faut apprendre à connaître pour soi-même. Qu'est-ce que veut dire la bonne vitesse pour moi, pour que non seulement je perde, mais surtout que mon corps soit à l'aise là-dedans et qu'à chaque petit palier, mais c'est des paliers minimes, hein, il se sente à l'aise et il soit content de garder cette nouvelle mémoire. Moi, c'est vraiment ce que je me dis dans ma tête. Alors que si j'ai besoin subitement de perdre 2-3 kilos trop rapidement, je sais que mon corps il comprend pas trop ce qui se passe et il va avoir vraiment envie de revenir à son poids initial. Donc la conclusion de ce secret numéro 1, c'est que si on se connaît très bien dans l'immédiateté, autant que dans le quotidien à moyen long terme, on va pouvoir associer les deux pour faire ce que j'appelle un régime intelligent. Intelligent, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire un régime qui nous permet d'être en pleine forme le jour J, mais pas que le jour J, toutes les semaines précédentes, lors desquelles on a besoin de faire une bonne préparation. Et faire une bonne préparation, on a besoin d'être bien hydraté, d'être bien musclé, et ça jusqu'au jour J. Donc si on veut avoir ce régime intelligent, associer ces deux connaissances de fonctionnement, ça permet de savoir à combien de semaines en rebours on doit commencer selon l'objectif qu'on veut atteindre pour sa compétition, et comme on connaît parfaitement comment on va gérer ces 2 derniers jours, on n'a pas besoin de perdre trop, ou on évite de perdre pas assez pour être en catastrophe la veille, vous l'avez bien compris. Secret numéro 2, l'alimentation, et je vais encore vous parler de bien se connaître pour l'alimentation. Alors pourquoi je parle de bien se connaître? Parce qu'on entend des conseils partout, parfois même des injonctions. C'est pas toujours facile de s'y retrouver, alors certainement parce que justement je suis pas une professionnelle de la nutrition, donc pour moi les informations sont pas toujours intelligibles, c'est parfois complexe, mais c'est aussi parce que les informations scientifiques se mélangent avec celles qui ne le sont pas du tout, chacun y va de son avis, etc. Et puis pour finir, même les informations scientifiques, elles évoluent avec le temps. À ce sujet, je résiste pas de faire une mini parenthèse, mais je vous ai retrouvé un vieux, il date de 2017, numéro de Sport et Vie. Et je voulais absolument vous le lire, ça m'avait marqué ce petit encadré, parce que j'en revenais pas, mais c'est pour vous montrer comme la science évolue. Voilà, donc je vais vous lire, vous allez découvrir de quoi je parle. Il est amusant et un peu effrayant de constater à quel point les recommandations en matière d'hydratation et de nutrition pendant l'effort ont évolué au cours de l'histoire. Alors écoutez bien, aussi bizarre que cela puisse paraître, on croyait autrefois que toute prise alimentaire, qu'elle soit liquide ou solide, ne pouvait que nuire à la performance. En 1860, alors vous me direz c'était il y a longtemps, mais les gens étaient convaincus de ce qu'on leur recommandait. En 1860, les membres de la célèbre équipe d'aviron de l'université d'Oxford n'avaient le droit de boire au maximum qu'un demi-litre par jour pendant les périodes d'entraînement. Imaginez qu'on vous demande ça. Alors, tous désobéissaient bien sûr, patati patata, on le découvre à la lecture d'un témoignage, voilà, personne ne le faisait. Enfin, c'était quand même la recommandation. Les marathoniens étaient soumis au même régime de misère. Ne prenez ni l'habitude de manger ni de boire pendant un marathon, lit-on dans un livre de conseils rédigé en 1909. On avance dans le temps, 1909.
sans doute le premier manuel de diététique sportive de l'histoire. Et le manuel continue, certains coureurs de bon niveau le font, mais cela n'a pas d'effet positif. Bon, les années passent, rien ne change dans les recommandations d'abstinence. Le Sud-Africain Jackie Mecler, spécialiste des ultramarathons dans les années 50, on avance, 1950, il n'y a pas si longtemps que ça, se souvient. À l'époque, il était de bon ton de s'empêcher de boire jusqu'à ce qu'on ne puisse plus tenir. Après une course, certains coureurs disaient avec fierté « Je n'ai bu qu'après 30 ou 40 kilomètres ». Courir un marathon complet sans boire était considéré comme le but ultime de tout coureur et une preuve de sa forme physique. Et voilà, blabla. Après, il raconte un peu la vie du marathonien. Et pour finir, la Fédération internationale d'athlétisme interdisait les ravitaillements en course avant le 15e kilomètre. Vous imaginez une fédération qui interdit carrément, il n'y a pas de ravitaillement, quoi. Comme ça, il n'y a pas de choix. Donc c'était juste une mini parenthèse, mais c'est pour montrer comme les choses évoluent. En tout cas, une chose est sûre, c'est que, de mon point de vue, on est tous uniques. C'est super important, c'est comme ça que je fonctionne, d'aller chercher les informations scientifiques les plus à jour possibles, de se nourrir également des expériences des uns et des autres qui semblent avoir du succès, de la réussite dans leur régime, qui semblent en forme, pour qui ça semble bien réussir. À partir de là, de prendre ce qui nous inspire, exactement ce que je vous disais en introduction en fait, de prendre ce qui nous convient, surtout de le tester et de le valider par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Et par exemple, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir un professionnel qui me fasse un conseil tout à fait judicieux. Sur le coup, je ne l'ai pas trop cru, je ne l'ai pas senti, j'ai pas appliqué ce qu'il m'a dit. Et en fait, des mois plus tard, peut-être 3-4 mois plus tard, je me suis retrouvée à appliquer exactement ce qu'il me disait. Alors, bien sûr, si je l'avais revu à ce moment-là, ce cher professionnel, il m'aurait dit, tu vois, je te l'avais bien dit. Et c'est ce que j'ai pensé, je dis, il avait bien raison. Mais néanmoins, c'est comme ça. Il m'a fallu un certain temps pour intégrer ce qu'il avait à me dire, pour le comprendre et pour vraiment l'adopter. Donc moi, je pense que c'est important de toujours garder sa liberté d'adaptation et de se rappeler qu'on est tous uniques. Et cet état d'esprit, c'est bien de le garder toute sa vie parce que notre corps évolue et notre façon de gérer le poids va évoluer aussi. Donc il faut être un petit peu toujours aux aguets. Il y a des choses qui marchent à certains moments et plus à d'autres et il faut savoir le reconnaître et l'accepter. Encore un autre exemple. Pendant des années, j'ai entendu les personnes qui ont fait le choix de ne pas manger de viande me dire qu'elles se sentaient plus légères, plus d'énergie, plus en forme. Bon, moi, j'avoue que ça me tentait pas trop. Parfois, j'essayais, je tenais jamais plus de 3 jours, etc. Et puis, il y a un moment donné, je sais, aucune idée de savoir pourquoi, j'ai eu envie d'essayer, ça me tentait, et ça a bien marché. Et en fait, la viande ne m'a plus du tout intéressée pendant un bon moment. Bon, et c'est vrai que je me sentais très légère, beaucoup mieux, etc. Et pour moi, ça ne voulait pas dire à ce moment-là que c'était définitif et que toute ma vie, je mangerais plus de viande. Je parle bien en termes de régime alimentaire. Donc voilà, se laisser la possibilité d'évoluer et d'adapter ce qui marche le mieux selon les périodes, vous l'avez compris. Alors je vais quand même vous donner quelques grandes lignes que personnellement j'ai absorbées de l'extérieur et que j'ai appliquées avec succès ou pas, parce que le but c'est aussi de vous dire ce qui n'a pas marché pour moi. Donc je commence avec compter les calories. Moi ça n'a pas marché du tout, du tout, du tout, et ça ne marche toujours pas. On a beau me dire, toi, vu ton poids, ton âge, je ne sais quoi, il faudrait que tu sois à 1700 calories par jour pour rester nan. Ça ne marche jamais. Quand je fais ça, je grossis en général. Donc moi, les calories, ça ne marche pas du tout. J'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'il y a peut-être 2-3 ans, il y a un nouvel indice qui devient à la mode, qui s'appelle l'indice glycémique, l'IG. Alors c'est un indice qui existait depuis longtemps, notamment pour les diabétiques, puisque c'est l'indice qui permet de mesurer, en gros, parce que encore une fois, je ne connais pas les détails, le taux d'absorption des éléments, selon qu'on les absorbe plus ou moins vite, qu'on les transforme en gras plus ou moins vite, qu'on les brûle plus ou moins vite. Et cet indice glycémique, donc qu'on va appeler IG, que les diabétiques connaissent depuis très longtemps, il s'est beaucoup répandu dans les régimes depuis peut-être 2 ans. Et donc j'ai compris que 300 calories d'un certain aliment va pas avoir le même impact en termes de poids que 300 calories d'un autre aliment parce qu'ils auront un IG différent. Donc c'est peut-être ça l'explication qui fait que moi à chaque fois qu'on m'a donné des calories à respecter, ça n'a jamais marché. Mais en tout cas, voilà, le fait est que moi, les calories, je ne m'en sers pas du tout, du tout, du tout. Ce dont je me sers personnellement, c'est vraiment les quantités. Alors, je vais vous dire ce qui fonctionne pour moi dans les étapes que j'applique dans l'ordre lorsque j'ai un régime à faire. La toute première chose, c'est ce que je viens de vous dire, c'est les quantités. Si je dois me mettre au régime pendant plusieurs jours, la seule chose sur laquelle je me concentre, c'est juste réduire les quantités. Mon idée, c'est de réduire un peu l'estomac pour avoir moins faim. Et de retrouver d'ailleurs la sensation de faim et de ne manger que quand j'ai faim. Mais je continue à manger tout ce que je veux, même des pâtisseries. L'important, c'est que j'en mange un peu moins qu'avant. Ça, c'est la toute première étape.
La deuxième étape que je pratique, c'est de passer à la phase zéro sucre ajouté. C'est important de mettre ajouté. Et les fruits, c'est sucré, je mange toujours plein de fruits. Je parle vraiment du sucre en poudre qu'on ajoute, et puis des gâteaux où on a mis du sucre en poudre, des pâtisseries, etc. Je passe à une phase que j'appelle zéro sucre, même si en fait il y a du sucre dans certains aliments naturellement. Et cette phase zéro sucre, elle est un peu difficile parce qu'il faut du jour au lendemain arrêter les pâtisseries. Par contre, pour le coup, cette phase-là, je la fais vraiment du jour au lendemain parce que le sucre appelle le sucre. Et c'est extrêmement dur de diminuer. On peut diminuer sa quantité de sucre, bien sûr, mais c'est difficile de le faire quand on est habitué à en manger beaucoup parce qu'en fait, à chaque fois qu'on mange du sucre, on a envie d'en remanger. C'est naturel, c'est l'effet du sucre qui fait ça. Donc ça, je l'arrête du jour au lendemain. Je sais que c'est un peu dur au début, mais ce qui fonctionne très bien, c'est que je sais aussi, moi personnellement, ça me donne vraiment beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de clarté, une sensation de légèreté. Je suis beaucoup plus en forme dans le sport. Donc la phase zéro sucre, elle est un peu dure au début, mais après les effets sont tellement top que je la regrette pas. Troisième phase à laquelle je passe, qui est quasiment simultanée à la deuxième, c'est, puisque j'arrête le sucre, c'est de valoriser énormément les fruits, les légumes, tout ce qui me semble apporter des vitamines avec de la variété. Ça, c'est mon truc. Je me dis, il faut vraiment que je mange varié, 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 et que j'évite d'avoir seulement, quand on y pense sur une semaine, parfois on tourne autour des mêmes aliments. Donc j'essaye d'aller chercher des aliments que je ne mange pas forcément souvent, et dans une même journée, de manger plein d'aliments différents en valorisant tout ce qui me semble nutritif. Là-dessus, moi personnellement, je ne suis pas allée chercher ce que chaque aliment révèle ou qu'est-ce qu'il y a dedans. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup faire ça et c'est tant mieux. Moi, c'est pas trop mon truc. Par contre, j'aime bien juste avoir la sensation, la psychologie que ça me donne de l'énergie. Voilà, si l'aliment me paraît sain, j'aime bien. Pour cela, il y a quelque chose qui marche assez bien, c'est de prendre le moins possible d'aliments qu'on appelle transformés, c'est-à-dire déjà préparés en supermarché, et de plutôt cibler les aliments directement, enfin ouais, avec le moins de transformation possible. Bien sûr, la farine c'est déjà transformé, le pain aussi, on est bien d'accord, hein, mais on va dire le moins possible. Voilà. Euh, Lorsque j'ai fait ces trois phases, manger moins, zéro sucre, valoriser de la diversité, bah franchement, je vais pas plus loin et moi personnellement, ça me suffit largement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres aliments que je m'interdis particulièrement. Je garde le gras entre guillemets, je continue à faire cuire mes trucs à l'huile ou au beurre. Je prends encore du beurre un peu le matin si j'ai envie. Voilà. Donc moi personnellement, ça me suffit très bien. Après, bien évidemment, n'hésitez pas à partager et à commenter pour donner votre expérience, ce qui fonctionne pour vous. Ce sera encore une fois pas un conseil ni une recommandation, mais quelque chose qui fonctionne pour vous. Ça sera toujours intéressant à attendre. Et pour conclure ce deuxième secret sur la nutrition, je suis obligée de dire que la grande loi générale pour mon deuxième secret, c'est l'eau. Boire de l'eau, de l'eau, de l'eau et de l'eau pure. Voilà, pas des boissons fruitées ou des sodas ou même du thé, du café. Bien sûr, j'en bois, mais je veux dire, c'est mon eau qui compte dans les périodes où je dois perdre du poids. J'ai la bouteille et je sais exactement combien d'eau je dois boire. C'est super important. Et pour finir, le troisième secret, travailler son lien psychologique à la nourriture. Juste avant, pensez à partager cet épisode à tous les judokas et même pourquoi pas les non-judokas qui pourraient être concernés, à qui ça pourrait plaire, parce que non seulement ça leur fera plaisir à eux, mais ça me fera aussi plaisir à moi parce que ça fera plus connaître cet épisode et secret de judoka. On y va pour ce troisième secret. Alors, il y a des personnes qui ne vont pas du tout être intéressées par cette dernière partie, ça ne va pas du tout les concerner, et d'autres, comme moi, je pense que ça va vous intéresser, à vous de voir. Tout ce que j'ai décrit là, c'est pas toujours facile à mettre en place. Et peut-être vous faites partie de ces gens qui, vous savez parfaitement ce que vous devez mettre en place. Dans votre tête, c'est clair et net, vous le savez, mais c'est plus fort que vous, votre corps, et ben vous craquez. Voilà, vous savez que vous ne devez pas manger ça, 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 et tous les jours, c'est on verra demain, ou bon bah tant pis juste pour cette fois-là, oh bah là vraiment, là je le mérite. Et en fait, tous ces craquages, entre guillemets, s'accompagnent d'une culpabilité en général, de se dire oh là, je suis nulle, j'ai encore pas commencé aujourd'hui, peut-être une petite sorte de stress parce qu'on sait que plus on repousse l'échéance, pire ça va être, plus dur ça va être. Et bah pour finir, c'est une sorte de torture mentale entre allez, je dois vraiment m'y mettre et j'arrive pas à m'y mettre. Alors, pour sortir de cette double personnalité que l'on a, n'est-ce pas? De celui qui veut vraiment se mettre au régime et celui qui n'y arrive pas. Il y a pas mal de points à travailler. En tout cas, moi, j'en ai trouvé beaucoup que j'utilise comme un puzzle. Mais ici, je vais vous en livrer juste un parce qu'il me paraît important
et il peut débloquer pas mal de choses rapidement, je pense. C'est les associations que l'on fait avec l'envie de manger, avec la gourmandise. Alors, qu'est-ce que j'entends par association? D'abord, il faut savoir que moi, je pars du principe que le corps humain, il est intelligent. C'est pas ni le méchant ni le nul qu'on croit qu'il est. S'il a envie de manger, s'il a envie de craquer pour la pâtisserie, ben, en fait, c'est qu'il y a une raison. Et ça vaut le coup de se poser la question de cette raison. Pourquoi j'ai envie de prendre cette pâtisserie? Alors évidemment, la réponse immédiate, c'est toujours bah, parce que c'est bon, parce que j'ai envie là maintenant. Mais si on essaie d'aller plus loin, oui, mais pourquoi? Pourquoi cette pâtisserie? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi à ce moment-là? Et qu'on essaye d'observer, d'affiner l'observation de ses propres ressentis, on va découvrir que le corps, il a une vraie utilité, qui a une vraie utilité, il est intelligent et il nous donne envie de manger cette pâtisserie pour une raison. Parmi les raisons possibles, je vous les donne celles que j'ai trouvées pour moi selon les moments parce que peut-être ça vous donnera des idées du pourquoi. Il y a par exemple le fait que il faut savoir que lorsqu'on éveille les pupilles gustatives, ça génère des sensations qui vont pouvoir venir compenser une sorte de mal-être même s'il est totalement diffus et inconscient. Voilà, par exemple, on peut être contrarié d'une nouvelle ou un petit peu stressé d'une réunion ou inquiet. Manger, ça va venir apaiser ça. Manger, c'est aussi faire une action qui va du coup nous faire penser à autre chose. Et on se rendait même pas compte qu'on avait envie de fuir les pensées dans lesquelles on était, mais néanmoins, ça évite un vide dans lequel on pourrait penser à des choses moins plaisantes. Et du coup, manger, c'est une action qui vient compléter ce vide. Manger, c'est aussi forcément prendre de l'énergie. Et du coup, quand on a un coup de mou, alors un coup de mou physique, ça peut être intéressant de manger, encore qu'en général, commencer par boire, c'est toujours intéressant. Mais du coup, un coup de mou psychologique, on va aussi avoir, le corps va se dire, bah, il y a un coup de mou, moi, je le compense. Donc, par exemple, après une réunion qui nous a demandé voilà, beaucoup de concentration, ou une présentation qu'on a dû faire, enfin, n'importe quelle, on va dire, énergie psychologique ou mentale qu'on a dû donner à un moment donné, si on a une petite baisse derrière, on va avoir envie de manger. Donc ça, c'est des exemples de raisons intelligentes, j'ai envie de dire, pour lesquelles le corps il va avoir envie de nous donner la pâtisserie. L'avantage lorsqu'on sait décrypter ces raisons intelligentes, et j'insiste bien sur intelligentes, c'est que d'abord, on arrête de culpabiliser parce que d'un seul coup on le comprend notre corps et on en est même presque à le remercier qu'ils prennent soin de nous comme ça. Donc ça c'est le premier avantage, la culpabilité s'en va et ça c'est super super important dans l'alimentation. Le deuxième avantage c'est que du coup, une fois qu'on a mis des mots sur ces raisons, ben, en fait comme on sait pourquoi ce que le corps veut nous faire, ben, on peut tout simplement choisir. En tout cas, c'est plus facile de choisir une autre action qui va nous donner le même effet. Une fois qu'on a identifié entre guillemets que le corps voulait résoudre la panne par la pâtisserie, bah on va pouvoir lui proposer peut-être une autre pièce. En tout cas, c'est plus facile à trouver. Donc ça déjà, c'est deux raisons super importantes pour lesquelles décrypter les raisons pour lesquelles on craque, ça peut aider à ne pas craquer. Et enfin, il y a une troisième grosse catégorie de raisons qui est très importante à mentionner, c'est toujours dans les associations, c'est qu'on peut associer la nourriture à des contextes, c'est-à-dire des lieux, des personnes, des horaires. Par exemple, je vais vous donner des exemples plus concrets, j'en ai noté quelques-uns, ce sera plus simple à suivre. Par exemple, ça va être beaucoup plus facile chez moi de ne pas grignoter que chez ma grand-mère. Chez ma grand-mère, je ne sais pas pourquoi, c'est le contexte, peut-être parce que ça fait des années que c'est comme ça. Dès que je suis chez elle, j'ai envie de grignoter, ce qui n'est pas le cas chez moi. Et franchement, au début, je me disais, bah, c'est bizarre, je vois pas pourquoi. C'est un contexte. Il y a aussi, par exemple, le fait de vouloir se détendre. On associe le fait de se détendre, tiens, on va se faire un bon film ce soir. Automatiquement, on va l'associer à la pizza ou au plateau de fromage ou je ne sais quoi. Ça fait partie de la détente. Il va y avoir certaines personnes ou certains horaires. Par exemple, la pause de 10 heures café, ben, on peut l'associer forcément à une pâtisserie. Ou alors, il y a un autre élément important, intéressant aussi, c'est quand la nuit tombe. Par exemple, l'hiver, vers 17-18 heures, la nuit tombe. Ben, en fait, c'est juste quasiment physiologique. L'intensité de la lumière baisse. Le corps a une très légère baisse d'énergie dont nous, on n'a pas du tout conscience, mais automatiquement, on va vouloir le compenser en mangeant un petit truc. Donc, tout ça, c'est des associations. À partir du moment où on commence à avoir envie de les observer et de les décrypter, je vous assure que ça change beaucoup de choses parce qu'on découvre qu'on est tout simplement en train de fonctionner, on n'est plus à se taper sur les doigts et que tout simplement, il suffit de petit à petit changer ses fonctionnements en instaurant d'autres associations, des nouvelles associations. Je vais vous donner un exemple très concret que j'ai fait ces 5 derniers mois et qui a très bien marché.
je suis beaucoup en déplacement et je me suis aperçue qu'en déplacement, je mangeais n'importe quoi. Et ça m'énervait un peu parce que quand j'étais chez moi, j'arrivais très bien à avoir une alimentation saine qui me mette bien en forme. Même en dehors de tout régime, hein, j'étais bien, je mangeais voilà, sainement. Et dès que j'étais en déplacement, c'était n'importe quoi. Et je me disais, ça m'énerve de ne pas pouvoir maintenir mon alimentation saine lorsque je suis en déplacement. Hop, tout de suite, j'ai pensé, tiens, association. Alors, pour travailler sur l'association, je me suis dit, ok, je vais lister toutes les différences entre quand je suis chez moi et quand je suis en déplacement. Je me suis aperçue qu'en déplacement, j'avais un rythme irrégulier. C'est-à-dire, je ne me levais pas forcément à la même heure, j'avais pas le même emploi du temps, tous les jours étaient différents. J'avais des rendez-vous extérieurs, ce qui me demandait beaucoup plus d'énergie que quand je suis toute seule à travailler pour moi-même. J'étais beaucoup plus sollicitée par la vue, en fait, tout simplement, de nourriture dans les rues quand on se balade, quand on sort, que quand on est chez nous entre les quatre murs et que le placard est fermé. Et donc j'ai continué comme ça à faire la liste précise, peut-être à dire comme ça paraît évident, mais en fait quand on fait la liste précise, je me suis aperçue en faisant cette liste, et c'est un exercice super intéressant, que tout ça c'était que du contexte, mais que moi au milieu je savais ce que je voulais, c'était avoir mon alimentation saine. À partir du moment où tout ça était sur papier, ça veut dire tout simplement que j'en ai pris conscience, j'ai dit ok, bah demain je pars en déplacement, je sais qu'il va y avoir rythme irrégulier, rendez-vous extérieur, sollicitation de nourriture extérieure, etc., etc., etc. Donc ça y avait toute ma liste. Je sais que moi je veux manger sainement et j'ai pu mettre quasiment, j'ai envie de dire facilement, des petites choses en place faciles pour changer mes associations. Je me suis dit, bah tiens, par exemple, typiquement, je me suis dit, je vais prendre un fruit le matin, plutôt que d'aller chercher le pain au chocolat qui est tellement facile parce qu'il y a plein de boulangeries dans la rue. Je me suis dit, je vais prendre le fruit le matin et je vais associer que dès que je suis en déplacement, ça me paraît automatique, dans la voiture, j'ai un fruit. Et comme ça, j'ai fait 5-6 nouveaux comportements, nouvelles habitudes. Et par contre, là, c'est là le petit enjeu. Mais franchement, moi, j'étais assez contente de les mettre en place, donc c'était pas très difficile. Il faut les répéter plusieurs jours pour qu'en fait, que ça devienne une nouvelle association, que ça nous paraisse nouvellement, j'ai envie de dire, naturel. Voilà, tout simplement. Alors, si je résume ce grand épisode, vous avez compris que 1. Bien connaître ses variations de poids par rapport à son comportement dans l'immédiat et à long terme, sur le coup et à long terme. Plus, bien se connaître dans son alimentation, ce qu'on aime, ce qui nous rend léger, énergique, de bonne humeur, les quantités, le pas de sucre ou sucre, alors après chacun fera gras, pain, pas pain, ça c'est à chacun de trouver. Plus 3, bien se connaître dans sa relation psychologique à la nourriture pour ceux que ça concerne, ce n'est pas le cas de tout le monde, notamment à travers les associations qu'on peut faire, qui sont toujours utiles à la base, le corps est intelligent, il suffit de les comprendre pour apprendre éventuellement à faire autrement et à répondre à nos besoins qui sont toujours là initialement, et bien avec ces 3 clés qui me paraissent assez simples mais qui finalement sont peut-être pas si souvent mentionnées, j'espère que vous réussirez à mieux gérer vos régimes d'avant-compétition, mais aussi tout simplement votre régime, j'ai envie de dire général, votre alimentation générale pour être en forme sur le tatami, à l'entraînement, durant la préparation, juste avant la compétition, à la compétition et sur la phase de récupération. Parce que toutes ces phases-là sont super importantes. Voilà, a priori, je vous ai tout dit. J'espère que vous saurez piocher, hop, les petits éléments qui viendront compléter ce que vous faites déjà, ce que vous pratiquez déjà. Encore une fois, n'hésitez pas à partager votre expérience aux autres. Ce sera toujours super intéressant, ça viendra enrichir tout ça. Et puis, abonnez-vous, parce que je crois que je vous l'ai jamais dit. À bientôt les judokas!